Bertrand Tatinda, bonjour. Bonjour Steve, merci de m'avoir invité ce matin. Je suis très content d'être là. Je suis très content d'être avec un frère que j'apprécie beaucoup. Oui. Et j'espère qu'on aura un très bon débat. Très heureux de vous avoir sur mon plateau ce matin. Hein. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Bon, les occupations. Oui, ça fait très longtemps. C'est vrai, ça fait très longtemps. Vous m'avez beaucoup manqué d'ailleurs. Et puis, je vous suis notamment la pertinence de mon copanéliste et tous les débats que vous mettez sur la place. Ah, j'ai oublié de dire bonjour en fait aux téléspectateurs, oui. Et à notre groupe très sympathique de DBS Matin. DBS Matin. Eric Pépin Mikaï, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve. C'est le plaisir le mien de pouvoir partager une fois de plus ce plateau avec Bertrand, c'est un aîné. Oui. Brillant analyste également. Ça peut être une curiosité, c'est un physicien de formation. Mais il a malheureusement, voilà, heureusement, le verbe d'un littéraire, quoi. En fait, nous sommes tous des scientifiques. Et c'est également un homme politique. C'est aussi un homme politique. On s'est tout heureux de le retrouver peut-être après 2 ou 3 semaines d'absence. Et oui. C'est tout occupé, hein, il faut le dire que c'est un homme très occupé. Effectivement, c'est au bénéfice des téléspectateurs qui parfois sont souvent hyper enrichis de ces clarifications. Mais je reviens sur l'actualité brûlante, la libération du jeune Kevin Gassa. Parce que la fois dernière, j'ai été peut-être très mal compris par un téléspectateur qui pensait que je jouais un peu au chat et à la souris. Il y a eu des responsabilités. Les responsabilités ne peuvent pas être partagées au niveau de la dernière échelle du processus d'organisation des examens. Donc, j'étais de ceux qui plaidaient que s'il fallait punir un certain nombre de personnes, il fallait justement qu'on essaye de jeter le dévolu sur ceux qui étaient en charge de l'organisation de ce processus-là. Parce que Kevin, malheureusement, là où il était scolarisé à Banganté ne fait pas partie de la direction de l'Office national du baccalauréat. Si il y a eu des preuves, c'est renforcement, une fuite qui est venue de la direction. Maintenant, il a été ce qu'on appelle un follower passif. Oui, et peut-être il est puni par rapport à ça, oui. Il a déjà perdu l'année scolaire parce que certainement il n'a pas pu composer. Et c'est tout heureux qu'il puisse retrouver sa maman. Surtout que c'était le fils unique de cette jeune dame-là qui ne s'occupait qu'avec des petits métiers pour pouvoir scolariser ce jeune garçon. Mais j'ai cru entendre qu'il y avait également d'autres qui étaient dans cette situation-là. Vivement que les autorités judiciaires essaient de se pencher dessus et de libérer les jeunes enfants. Enfin, parallèlement de punir ceux-là qui étaient en charge de pouvoir organiser cet examen et dont par qui la fuite serait partie. Merci beaucoup d'être là ce matin. Simon D, bonjour, bienvenue à vous. Merci M. Ngost, on va encore une fois invité sur ce charmant plateau. Je voulais saluer tous vos téléspectateurs, tous les panélistes que vous avez la charge de présenter. Et je veux un coup de gueule, si vous permettez, M. Ngost. Depuis un certain moment, il y a les Chinois qui sont installés dans nos carrières partout en Afrique. Il y a un cas extrêmement complexe et compliqué. Il se trouve à l'ouest du Cameroun, dans un village qu'on appelle Bangou. Des Chinois ont signé un contrat avec la mairie pour 5 ans. Pendant les 5 années, ils ont mis des explosifs dans des montagnes pour faire sortir ce qu'ils exploitent. Ça a créé des problèmes, ça a détruit des maisons autour. La route qu'ils utilisent même pour acheminer leurs produits, ils n'ont jamais pris un caterpillar pour ne serait-ce que viabiliser la route où ils passent. Je dis c'est un scandale. J'interpelle ici les autorités administratives, coutumières, pour qu'ils essayent de voir ces problèmes des Chinois en Afrique. Parce qu'au Zimbabwe, le même problème se pose et c'est dommage que nos autorités traditionnelles et même, je ne sais pas comment vous appelez, ne puissent pas interpeller ces gens. Parce qu'il faut revoir fondamentalement les contrats qui lient les communes à ces gens qui viennent en Afrique exploiter. Ils ne font rien. Les ouvriers sont même maltraités. Les gens qui subissent des problèmes autour, dans l'environnement, ont des sérieux problèmes. Les bruits, les nuisances sonores, tout, ce n'est pas possible. C'est inadmissible. Il faut que les autorités revoient ce genre de contrat, ces contrats léonins qu'on fait avec les Chinois. Je parle des Chinois parce que j'ai vu un cas dans Bamgoum.
Et c'est malheureux. Les gens aux environs n'ont même pas d'école, ils n'ont pas d'hôpitaux, ils avaient promis faire des puits, ils n'ont jamais rien fait. Et le contrat tire sa fin, bientôt. Mais c'est malheureux, M. Gros. Il faudrait que les gens... pendant ce temps, ils sont nombreux, les ouvriers qui sont très mal payés, hein, il faut préciser par ailleurs. Tout à fait. C'est malheureux. Oui. Je voulais seulement dénoncer que les gens tiennent compte de tout ceci et qu'on revoit fondamentalement les contrats qui les lient aux pays africains. Parce qu'ils nous prennent pour des idiots. Il est temps qu'on mette un terme à cette histoire. On vous a compris parfaitement, messieurs. Nous allons démarrer justement cette édition de ce matin. Eh bien, nous allons parler du Mali ce matin. Transition civile ou militaire pour le Mali. C'est notre grande interrogation parce que le M5, le RFP se divise. La junte malienne divise désormais le M5 RFP, mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques, le mouvement de contestation qui a participé à la chute du régime de Ibrahim Boubacar Keïta, en abrégé IBK. L'organisation de la transition est la paume de la discorde au sein de la junte. Certains, mais pas tous, souhaitent ouvertement qu'un militaire la dirige. Des concertations nationales sont prévues pour ce jeudi 10 septembre 2020 au sein du M5. Il y a désormais ceux qui veulent ouvertement une transition civile au Mali. Parmi eux, un mouvement qui l'exprime clairement sur sa page Facebook de manière choc. Sur la page, on reconnaît des visages d'officiers de la junte et en fond sonore, on peut écouter un air de reggae de l'artiste ivoirien Tiken Jaffa Koli. Le message de ces membres du M5 est sans ambiguïté. Un civil comme président de transition, mais le mouvement Malikoura, membre fondateur du M5, n'est pas de cet avis. Au sein du M5 RFP, Rassemblement des forces patriotiques, surtout, la jeunesse réclame une transition dirigée par un militaire pour continuer de jouer le rôle de l'arbitre, affirme d'ailleurs aujourd'hui Taïroumba, membre de Malikoura. Les militaires observent attentivement, ils attendent les concertations nationales qui débutent d'ailleurs ce jeudi, je le reprécise, vers 10h à Bamako, pour prendre la température nationale sur le sujet. Mais d'ores et déjà, ils ont probablement apprécié que mardi, il faut le dire, que la foule assemblée et encadrée sur la place de l'indépendance de Bamako réclame une transition dirigée par des hommes en tenue kaki. Pourquoi? C'est notre grande interrogation. Voilà pourquoi nous nous interrogeons ce matin. Et je vais me tourner vers Bertrand Tatinda. Une transition civile ou militaire au Mali, qu'est-ce que les Africains attendent réellement? Pendant ce temps, de ce côté-là, on veut plutôt une transition avec les militaires au pouvoir. Disons que le cas malien, c'est un cas c'est un cas préoccupant. Oui. Et c'est un cas sérieux. D'abord parce que nous, au Cameroun, nous avons une relation particulière avec le Mali. C'est le premier pays avec lequel nous avons une libre circulation de biens de personnes. D'ailleurs, il se dit que le premier président camerounais était d'origine malienne. Donc, c'est un pays, à partir de là, nous avons une grosse communauté malienne au Cameroun. Ils sont un peu dans tout. Ils sont dans le commerce, ils sont dans la restauration, ils sont dans l'immobilier, ils sont dans un certain nombre de petits métiers. Donc, c'est un pays ami et c'est un pays qui souffre. Ajouté à cela, il faut dire que les hommes politiques maliens, dans l'ensemble, ont échoué. Parce que si le Mali se retrouve dans cette situation, un pays est d'abord géré par des politiques. Au-delà de ça, vous avez un État, une administration et tout, mais vous avez des hommes politiques qui arrivent à partir, d'élections. Nous sommes dans un système de démocratie représentative qui arrive au pouvoir avec des projets. Et ces projets n'ont vraiment pas été implémentés et ça a mené le Mali dans une situation comme celle-là. Donc, si l'État se retrouve dans une pareille faillite, on peut accuser les hommes politiques. Aussi, le Mali est à son 4e coup d'État. Le premier coup d'État de Mali a été fait en 1968. À l'époque, c'était un jeune lieutenant, le lieutenant Moussa Traoré. Et à partir de là, le Mali va prendre une direction extrêmement dure. 19 ans après, il va être renversé. Lui aussi par un militaire. Ce militaire sera renversé, lui aussi un autre par un autre militaire. Et IBK est renversé cette fois-ci par la junte. Que faut-il faire donc au Mali? Les Maliens ont décidé, en quelque sorte, de régler leurs problèmes et de pouvoir, relancer leur économie et remettre les choses sur pied. Sauf qu'il y a un certain type de partenaire. Le Mali se retrouve aujourd'hui confronté en fait à un certain nombre de pressions. Et c'est là où il faudra appeler à la réelle politique à aider le Mali. Parce que le Mali ne peut pas s'en sortir seul. Le Mali est membre de la CEDEAO.
La CEDEAO, nous savons pour qui roule la CEDEAO. Et ce n'est pas la première fois que la CEDEAO, a des positions qui n'arrangent pas les peuples. Quand il y a eu la crise post-électorale en Gambie, nous avons observé la position de la CEDEAO. Quand il y a eu la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, nous avons tous vu les positions de la CEDEAO. Donc nous ne sommes pas surpris des positions de la CEDEAO face à la junte du Mali. Mais en même temps, il se pose un problème. Qu'est-ce qu'il faut donc faire pour remettre le Mali sur des rails? Ça commence en quelque sorte à s'affronter au sein du mouvement MP5-RFP. Pourquoi? Parce que c'est un mouvement, j'ai comme l'impression que les objectifs et les ambitions des membres de ce mouvement ne sont pas les mêmes. Vous avez des hommes politiques, vous avez la société civile, vous avez quelques panafricanistes en fait qui sont assez minoritaires et tous ont en quelque sorte cristallisé l'opposition à Ibeka qui a apporté en fait un terreau favorable au coup d'État. Il est question aujourd'hui de savoir ce qu'il faut faire. Pour la CEDEAO, c'est clair. Il faut une transition gérée par un civil. Mais est-ce que la CEDEAO roule pour les peuples? Est-ce que la CEDEAO a une vision? Comment je vais dire que à long terme par rapport aux problèmes que rencontre le peuple malien aujourd'hui. Mais en même temps pour les Maliens aussi, il faut véritablement prendre le temps. Mais sauf que le temps est compté. Je vous rappelle qu'avec les sanctions de la CEDEAO, le Mali a eu toutes les difficultés déjà le mois dernier de pouvoir faire face à ses engagements financiers. On ne sait pas si effectivement même les fonctionnaires pourront être payés. Parce que le compte Mali au sein de la BDCAO a été bloqué. À partir de là, les banques commerciales commencent à avoir un certain problème de liquidité. Donc, il y a ce problème imposé par la CEDEAO et il y a en quelque sorte de jeunes militaires qui essayent sans véritablement beaucoup de moyens, voir dans quelle mesure une large concertation avec le peuple malien peut amener en quelque sorte à définir une feuille de route pour la transition. Sauf que, pour moi, pourquoi je dis qu'il faut aider le peuple malien? Parce que si la CEDEAO maintient les sanctions, je rappelle que la CEDEAO a donné une semaine pour que le Mali ait en quelque sorte ce que j'appelle les dirigeants exécutifs de la transition. Si la CEDEAO maintient les sanctions, la CEDEAO va asphyxier le Mali sur le plan économique. Or, il ne faut justement pas asphyxier le Mali sur le plan économique. C'est pour ça qu'il faut que la réelle politique intervienne. C'est-à-dire que la junte déploie une diplomatie extrêmement forte. Forcément au sein de la CEDEAO, même hors de la CEDEAO. Parce que c'est qui la CEDEAO? La CEDEAO parle en grande partie par ce qu'on appelle l'instance dirigée par des chefs d'État. C'est pour ça que moi je crois que même les chefs d'État de la CEMAC, le président de la Commission de l'Union africaine, le président de l'Union africaine, un certain nombre de pays, de présidents, de par leur âge, de par l'aura qu'ils ont, de pouvoir s'investir dans le problème malien, de pouvoir rencontrer les responsables de la CEDEAO et expliquer qu'on ne peut pas détruire un pays au prétexte de vouloir résoudre un problème. Parce que le Mali est confronté à un gros problème d'ordre sécuritaire. 2/3 du territoire sont en quelque sorte envahis. C'est 1,2 million de kilomètres carrés. C'est aujourd'hui pratiquement 650 à 700 000 kilomètres carrés occupés par les djihadistes. Or, dans ce grand dialogue qui commence aujourd'hui, les djihadistes n'ont pas répondu présent. Parce qu'ils estiment que les accords d'Alger et surtout les armes qui tiennent, de fait, c'est la sécession. Donc le problème concerne en quelque sorte ce que je peux appeler, entre guillemets, le Mali libre. Mais toutes les résolutions que vous allez prendre, mais comment vous allez opposer cette résolution à ces djihadistes-là? Donc vous voyez que, or, l'Afrique est en train de se construire une vaste zone, comment je vais dire, un grand marché commun. On ne peut pas s'accommoder d'un territoire occupé par les djihadistes, en quelque sorte, en plein cœur en fait, de l'Afrique. Donc c'est un problème qui va insécuriser tous les pays africains. C'est pour ça qu'il faut discuter avec la CEDEAO. Il faut demander à la CEDEAO de ne pas asphyxier le Mali, de pouvoir, comment je vais dire, alléger les sanctions, en même temps accompagner le Mali. Mais sauf qu'un certain nombre de divergences apparaissent, parce qu'au sein du MC5, vous savez, les hommes politiques n'ont qu'une vision électoraliste de la gestion politique des choses. Pour beaucoup, il faut rapidement aller à une transition, et au bout de la transition, il faut des élections. Mais est-ce qu'objectivement, le Mali a besoin d'élections? Pour moi, le Mali a besoin de refonder ses textes. Le Mali a un certain nombre de problèmes. Le problème d'ordre sécuritaire. Le Mali a des problèmes de corruption. Le Mali a des problèmes, comment je vais dire, que éducationnels. Le Mali a des problèmes économiques importants. Je prends un exemple simple. Sous ATT, par exemple, le Mali, c'est un grand pays producteur de coton.
Le Mali va obtenir, en fait, va pouvoir arriver à produire 630 000 tonnes de coton. À titre comparatif, quand le Cameroun est dans son meilleur pic de production, le Cameroun en est à 300 000 tonnes. Donc, le Mali, 2 fois la production. On va voter ce que j'appelle une loi d'orientation agricole. Mais rien ne va être fait. Pourquoi? Parce que cette loi d'orientation agricole était en quelque sorte inspirée par tous ceux qui vivent de la filière, et il était question de voir comment moderniser la filière et surtout la dynamiser. Mais sauf que les hommes politiques qui n'ont pas pu gérer cette ressource du Mali, qui pouvait à partir rien que de ce coton devenir l'industrie textile africaine, n'ont pas pu projeter le Mali dans le développement au point où le Fonds monétaire international est venu, comment je vais dire que laminer cette filière et demander à faire privatiser en quelque sorte cette filière-là. Je prends un deuxième chiffre. Le Mali, c'est à peu près 70 tonnes d'or par an. Il n'y a que l'Afrique du Sud qui fait mieux. Vous voyez que c'est un pays qui peut même déjà aider l'Afrique à se constituer ce qu'on appelle une réserve en or pour une éventuelle monnaie africaine. Donc c'est un pays important. Le Mali, comme j'ai dit, c'est 1,2 million de kilomètres carrés. Oui. Le Mali, c'est une grande histoire. Les premières universités africaines. Donc c'est un pays remarquablement important, avec une diaspora extrêmement importante, mais qui aujourd'hui se retrouve confronté à ce type de problème du fait, en quelque sorte, des hommes politiques. Je chute en expliquant aussi qu'il va falloir se poser des questions et questionner l'armée malienne. Parce que c'est une armée qui a été en quelque sorte contaminée par la maladie honteuse des hommes politiques. Beaucoup de corruption, beaucoup de favoritisme, beaucoup de clientélisme, beaucoup, comment je vais dire même, le manque de l'amour, parce que c'est un métier relativement particulier où il faut avoir un amour relativement fort pour son pays. Donc cette armée s'est laissée désagréger comme ça et a permis à un moment donné à certains jeunes officiers de prendre des affaires. Donc nous allons suivre avec beaucoup d'attention en quelque sorte ces consultations, mais nous disons déjà qu'il faudrait que la junte déploie un fort, comment je vais dire que potentiel diplomatique pour pouvoir ne pas seulement, elle, discuter avec la CEDEAO, de pouvoir permettre à ce que, même au sein de la CEMAC, si nous ne nous sentons pas concernés par les problèmes maliens, ça veut dire qu'il n'y a pas de solidarité africaine. Les présidents de la CEMAC ont un certain âge, ils ont une certaine expérience dans la gestion de pouvoir et dans la gestion des crises. Quelqu'un comme le président Déby a affronté des crises. Au Cameroun, on en a affronté des crises. La CEAC qui s'est réformée au point d'avoir aujourd'hui une commission avec un président de commission avec un certain nombre de pouvoirs. L'Angola qui a eu son indépendance par les armes et qui a pu faire taire un certain nombre, comment je vais dire, de vérité. Nous devons tous être aux côtés du peuple malien, des autorités maliennes, de la jeune militaire et des jeunes officiers maliens et de la CEDEAO pour dire que c'est ensemble qu'on doit résoudre ce problème. On ne peut pas résoudre ce problème à coup d'ultimatum et d'expliquer que si dans 8 jours, il n'y a pas véritablement une transition civile, il faudra asphyxier ce pays. C'est pas possible, c'est pas comme ça qu'on devrait résoudre ce problème. On vous comprend parfaitement. Eric Mabika, vous l'avez très bien compris, ça c'est l'ultimatum, il faut le dire, qui vient de la CEDEAO. Pendant ce temps, le Mali lui-même, il est divisé. Pourtant, comme le disait Bertrand Tatinda, c'est un pays d'1,2 million de kilomètres carrés, dont il faut le préciser, au moins un tiers est entre les mains. Deux tiers. Oui. Bon, entre les mains d'autres personnes. Et actuellement, même la classe politique est divisée. Le peuple même est divisé. Et aujourd'hui, certaines catégories de personnes demandent, en tout cas, d'être représentées par des militaires. N'est-ce pas la loi qui nous vient de l'Occident, diviser pour mieux régner? Oui, c'est une vieille loi, mais dans le contexte du Mali, comme l'a dit Bertrand tout à l'heure, le Mali c'est un problème complexe, c'est un positionnement géographique assez complexe au carrefour de plusieurs civilisations, parce que là on ne le précise pas assez. Le Mali c'est un mélange des civilisations négro-africaines et puis également des civilisations arabes, il ne faut pas l'oublier. 2 tiers du territoire malien occupé pas mal de manière officielle, parce qu'il ne faut pas oublier que l'une des premières résolutions de la junte qui arrive au pouvoir dès le coup d'État était de rassurer les forces de Barkhane et puis de l'Union africaine qui sont installées sur le territoire, de leur pleine collaboration à continuer ce processus de pacification du nord du Mali. Ajouté à ça, le processus, la dynamique du G5 Sahel n'a pas été totalement dissoute. C'est-à-dire que la junte a pris conscience d'un certain nombre d'éléments qui peuvent peser à leur faveur. Maintenant, la méthodologie de la junte, telle que décrite tout à l'heure par Bertrand,
est la consultation. On a vu d'autres militaires arriver au pouvoir de manière unilatérale, imposer leur diktat et leur méthodologie. Mais la junte n'a pas voulu faire cela. Ils sont en plein dans un vaste mouvement de concertation. Elle a d'ailleurs commencé la semaine passée, et cette semaine, elle va s'attabler sur un certain nombre de preuves. Toute la société civile malienne est consultée, toute la diaspora y est représentée. Les mecs veulent mettre l'accent sur l'écoute, afin de se projeter, voir ce qu'on peut faire pour reconstruire le Mali. Parce que c'est de ça qu'il est question. Mais cela également prouve qu'il n'y a véritablement pas eu un coup d'État au Mali. Au préalable, je l'ai dit dans ce plateau, à la veille de ce coup d'État, qu'on a eu comme l'impression que Ibeka était asphyxié par le fait qu'il n'était plus capable d'apporter des solutions qui étaient des solutions collégiales qui pouvaient satisfaire le peuple. Et s'est laissé déborder justement par la remise du pouvoir entre les mains des jeunes officiers. Parce qu'il faut le préciser, pour la plupart, le colonel Kamara Diao est né en 1972. Donc, il a à peu près 48 ans. Oui. Donc, ils sont relativement jeunes. Que ce soit le professeur, le colonel Assimi Gota qui dirige la jeune, ils sont relativement jeunes. Et ils ont également le soutien de ceux-là qui sont sortis dès le 5 juin pour revendiquer à Ibeka de réformes. Malheureusement, où Ibeka n'a pas été capable de les apporter. Maintenant, le rôle trouble de la CEDEAO. Il ne faut pas oublier qu'on a eu comme l'impression, pendant le déroulé de cette crise, que la CEDEAO a confirmé son statut de syndicat des présidents africains en Afrique de l'Ouest. Oui. C'est-à-dire pour motif de protéger le pouvoir de leurs adhérents à l'intérieur de cette structure. Ils ont, dès le début de cette crise, apporté des manquements parce qu'en réalité, au départ, les revendications étaient des revendications d'ordre social pour la plupart. Bertrand l'a évoqué tout à l'heure, la corruption qui était endémique, le clientélisme, le favoritisme. Bon, maintenant, à l'intérieur de ces réponses sociales que le peuple demandait, il y avait certainement des réponses politiques, notamment le questionnement sur l'organisation de l'élection législative qui a conduit à peu près à 31 députés presque votés, parce que c'était ce que les populations disaient, qui s'opposaient de manière radicale à la nomination, en fait, que j'ai dit presque votés, presque nommés autant pour moi, qui s'opposaient à la nomination de ces 31 députés et qui demandaient que le Conseil constitutionnel doit déchoir le statut de représentant du peuple à ces députés. Une demande que Ibeka n'a pas voulu souscrire, forcément, qui a exaspéré les tensions au sein de la société malienne. Donc, pour dire que la CEDEAO n'a pas pris le taureau par les cornes, ça a toujours été une intermédiation de manière unilatérale de pouvoir donner raison au pouvoir d'Ibeka. Est-ce que la CEDEAO est capable de faire quelque chose au Mali quand on sait qui finance la CEDEAO? Non, le problème, ce n'est pas un problème de capacité, c'est qu'il y a déjà une organisation qui a pignon sur rue. Il ne faut pas oublier que de toutes les organisations sous-régionales qui existent en Afrique, la CEDEAO est l'une des organisations qui fonctionne en plein temps, qui a réussi ses objectifs. Il faut pas le dire. L'un des objectifs de la CEDEAO, c'est l'intégration. C'est l'un des espaces en Afrique où l'intégration est perçue et vécue. La circulation des biens et des personnes ne cause aucun problème. Donc, en termes, sur cette approche-là, le passé de la CEDEAO devrait peser une fonction, avoir un avantage, en fait, une plus-value sur des situations politiques qui sévit à l'intérieur de cette région. Il ne faut pas oublier également le dénouement de la crise gambienne. Lorsque la CEDEAO a décidé d'intervenir militairement, c'était sous l'égide du président Macky Sall. Ça a apporté un succès, ce qui a permis d'installer Adama Barrow à la tête de l'État malien. Donc, pour l'État gambien, autant pour moi. Pour le cas de la CEDEAO et pour le cas malien, la CEDEAO a apporté des manquements. N'oubliez pas que la mission conduite par Goodluck Jonathan avait pour objectif de ramener Ibeka aux affaires. Et seulement Ibeka dit qu'il est fatigué, il ne peut plus revenir aux affaires. Donc, je confirme mes propos liminaires en disant que la CEDEAO, pour le cas de la crise malienne, s'est constituée en syndicat des présidents de la sous-région ouest-africaine, qu'en véritable organisation sous-régionale censée de réguler un certain nombre de problèmes en Afrique de l'Ouest. Bon, maintenant, qui finance la CEDEAO? Ça peut être laisser transparaître des questions sur la souveraineté même de l'organisation. Mais il n'en est pas, nous n'en sommes pas. Nous voulons, pour le cas, questionner
les mécanismes qui ont conduit la CEDEAO à montrer ses limites dans la gestion de cette crise et maintenant son ultimatum qu'il essaie de donner pour mettre la pression au gouvernement malien. Une chose est sûre, et Bertrand l'a dit tout à l'heure, il serait difficile pour les civils à l'heure actuelle de revenir à la tête de l'État malien. La population pour la plupart se reconnaît dans le pouvoir de cette jeune junte militaire et fait entièrement confiance à cette jeune militaire dans l'organisation du nouvel État malien. Parce qu'aujourd'hui, comme on a dit, l'urgence, ce n'est pas de pouvoir organiser les élections au Mali. L'urgence est de stabiliser les institutions maliennes et accessoirement de pouvoir réconcilier tous les Maliens. Quel qu'en soit le cas, les populations du Nord, pour la plupart, comme Bertrand les a si bien cités, ils parlent des djihadistes du Nord, mais pour la plupart, ce sont les gars de la Zawad qui ont créé leur mouvement djihadiste. Ils ne se reconnaissent pas sur le pouvoir malien. Il faudrait justement que la junte fasse intervenir. C'est pour ça que je suis d'accord par cette diplomatie dont clame Bertrand ce matin. La junte fasse intervenir l'Algérie, qui, elle, a une influence sur la Zawad installée dans le nord du Mali, parce qu'en réalité, c'est l'Algérie qui a contraint la Zawad et l'État malien à signer les accords d'Alger. Donc il faudrait à tout prix qu'ils entrent dans la danse, afin que le Mali redevienne un pays uni et qui discute non pas en chaîne de défaillance, mais en tant que les enfants d'un même territoire. Merci beaucoup, Eric Pepin-Bika. Je vais me tourner vers Simon D. Simon D, est-ce qu'on peut réellement déclarer haut et fort aujourd'hui qu'il y a un État au Mali quand il y a 1600 soldats français dans le nord du Mali et qui, il faut le préciser, alimente même le terrorisme? Justement, M. Ngosse, quand mes compatriotes ont fait une démonstration logique de tout ce qui se passe au Mali, mais il ne faut pas oublier une chose. Il faut déjà reconnaître l'histoire du Mali. Le Mali, c'est quoi? L'Empire du Mali, c'était une puissance. La première université du monde était au Mali, Tombouctou. Le Mali, c'est le premier multimilliardaire du monde entier, était malien. Qu'est-ce qui s'est passé? On a détruit complètement, falsifié l'histoire de ce pays. Aujourd'hui, on se retrouve dans un pays où, comme tu viens de le dire si bien, la France a installé une base militaire au Mali depuis des décennies pour lutter, soi-disant, entre guillemets, contre des djihadistes. Mais bon sens, vous êtes à côté d'un malade. Le malade continue à mourir. Ça veut dire que vous n'êtes pas un médecin. Il faut évacuer. Vous ne rendez pas service au malade. La base militaire en France n'a jamais servi à quoi que ce soit. Paraît-il, ils ont des drones. Mais quand vous voyez les drones, ces drones fonctionner, c'est des drones pour contrôler si les militaires français qui sont là ne pillent pas l'or qu'ils puissent pour envoyer chez eux en France. Ce n'est pas pour sauver le peuple malien. Et ça va pour tous les pays africains. Donc, l'exemple du Mali est une preuve logique de ce que la France manipule dans tous les 14 pays sous la colonisation française. Parce que, disons, utilisons les vrais mots, parce que la France, c'est une forme de colonisation. Oui. Donc, il faut mettre un terme à cette histoire. Tant qu'on mettra, on va passer tout le temps à péronner, mais la situation va demeurer. Le vrai problème du Mali, c'est le départ de la France du Mali, la base militaire de la France. Parce que depuis que les militaires français, les Maliens ont pris le pouvoir, je peux vous dire que plusieurs bases djihadistes ont été détruites, des armes saisies, mais aucune télévision occidentale n'en parle. Aucune. J'ai dit, hier encore, il y a presque 2 semaines, au moins 700 djihadistes ont été mis hors d'état de nuire. Et des armes récupérées. Non, je dis encore une fois, il ne faudrait pas qu'on confonde la porte et la fenêtre. Il n'y a pas lieu de confondre la porte et la fenêtre. Le Mali, actuellement, avec la jeune au pouvoir, est en train de faire un travail merveilleux. Il faut qu'on laisse le temps, que la CEDEAO arrête de se mêler des histoires qui ne les regardent pas. Parce que pendant des années, pendant que la France opérait au Mali, ils n'ont rien fait. C'est pas au moment où les gens vont se lever pour dire on en a marre qu'ils vont trouver, penser qu'ils vont apporter des solutions. Je suis désolé. La CEDEAO, pour moi, je sais pas, qui finance la CEDEAO? C'est la question que j'ai posée tout à l'heure. Ce qui fait que, on ne peut pas aujourd'hui penser que les gens qui sont en guerre depuis, les bases militaires français sont installés au Mali depuis des décennies. Là, ils ont apporté quelle solution à ce problème du Mali? On a des images où on voit des militaires français en train d'extraire l'or dans tout le Mali. Où part cet or? C'est pour rendre service aux Maliens. Je suis désolé. Il faut mettre un terme à cette histoire. Et je dis encore une fois, la chute, c'est pas un échec.
L'échec, c'est là où on est tombé. Le Mali est en train de résoudre un problème fondamental et ça va servir d'exemple à certains pays africains. Il ne faut pas qu'on se trompe. Si la jeune militaire reste au pouvoir pendant 3 ans, ils vont installer une transition sérieuse et le Mali et le peuple va reprendre sa souveraineté parce que je suis convaincu que pendant 3 ans, les bases militaires au Mali seront évacuées et le Mali va retrouver sa souveraineté. Donc, il faut qu'on se le dise une chose. L'exemple du Mali doit interpeller tous les pays africains. Et qu'on arrête de penser que ce soit la CEDEAO en Afrique de l'Ouest et l'UEMOA en Afrique de l'Ouest ou bien la CEMAC en Afrique centrale, pour moi ça ne reprend rien du tout. Il faut qu'on laisse le peuple se battre pour arracher ça parce que la souveraineté appartient au peuple, pas à un groupe d'individus qu'on appelle les chefs d'État ou tout ça là qui confisquent le pouvoir et qui sont des sous-préfets de la France. Je suis désolé, ça ne marchera pas. Il faut qu'on mette en 70 ans d'indépendance, ça suffit. Avec des accords léoniens qui nous lient à des pays qui ne valent pas la peine. La France aujourd'hui perd le Mali, ça veut dire qu'ils ont commencé à perdre l'Afrique centrale. Vous avez suivi les déclarations de Ouattara et de Condé. Pendant toute cette période-là, ils voulaient absolument qu'on remette Ibeka au pouvoir. Bon sens. Vous imaginez un peuple qui se rêve pour mettre un terme à quelque chose d'anormal. Des gens se lèvent pour dire non, il faudrait qu'on remette le... Non, c'est trop, monsieur Ngos. On ne peut pas. Merci beaucoup, Simon D. Je vais revenir avec vous dans un instant, Bertrand Tatinda. Le temps pour nous de regarder d'ailleurs cette vidéo. D'ailleurs, tout à l'heure, Simon D. nous fait comprendre que le vrai microbe même du côté du Mali, c'est tout simplement la France. 1600 soldats dans un territoire. Et depuis que ces soldats français sont sur le territoire malien, eh bien, c'est en ce moment-là qu'il y a eu une recrudescence du terrorisme. Regardons cette vidéo et après, nous allons revenir dans le débat. Continue l'opération de l'OTAN en Libye, que vous dénonciez justement. Toute l'intervention de la France au Mali est complètement hypocrite parce que, premièrement, on dit qu'on va se battre contre les terroristes islamistes. Mais ce sont les terroristes islamistes que la France et ses amis viennent d'armer en Libye et de fournir plein d'armées. Et tout le monde a dit, une fois qu'ils auront contrôlé la Libye, ça va servir de base pour aller faire la même chose au Mali, au Niger, dans toute cette région, et ça se passe. Deuxièmement, l'armée malienne voulait se battre contre ces islamistes et la France s'est arrangée pour la rendre impuissante et que ça ne puisse pas avoir lieu. Donc c'est très hypocrite. Et troisièmement, tous les témoignages maintenant disent que au début, une partie de la population a pensé que l'armée française pouvait amener du bien. Maintenant, ils sont très déçus. Et en réalité, tout se passe comme si cette opération ne voulait pas mettre fin aux dangers islamistes, terroristes, mais faire en sorte qu'il reste là le plus longtemps possible et que la France ait des raisons de rester pour garder son contrôle militaire sur, en fait, les ressources néocoloniales. Il y a de l'or, il y a des diamants, il y a de l'uranium, il y a du pétrole. Donc c'est pour ça que Macron est là. Et donc vous pensez que l'opération Barkhane peut durer longtemps comme la France est restée en Afghanistan par exemple? Ils l'ont dit eux-mêmes, on restera là tant que le terrorisme n'aura pas disparu, et comme il ne faut rien pour le faire disparaître, oui, c'est une opération qui veut rester longtemps. C'est-à-dire, mais comment, selon vous, il faudrait faire pour combattre le terrorisme islamique tout en étant soucieux des populations locales? C'est très simple, il faudrait cesser de faire une alliance avec lui. Écoutez, tout le monde sait très bien qui finance et qui organise le terrorisme islamiste. C'est les Saouds, c'est le Qatar. On leur déroule le tapis rouge à Paris, à Bruxelles et partout pour venir faire des affaires, du business. On va se prosterner là-bas pour obtenir des aumônes, pour obtenir aussi des faveurs pour certains politiciens. Il faut boycotter les Saouds et le Qatar tant qu'ils font ça, et tant qu'il n'y a pas la démocratie là-bas. Et alors c'est terminé. Sachant aussi que c'est la CIA qui donne la formation de ces milices, à sa milice islamiste. Il y a eu des camps en Jordanie. J'en parle dans le livre qu'on va publier prochainement, La gauche et la guerre avec Saïd Bouamama. Il faut qu'on sache en France qu'on nous fait des grands discours sur le terrorisme et en réalité, c'est une fabrication de Washington, de Paris, de Bruxelles. Est-ce que c'est un média mensonge, le terrorisme? Oui, clairement. Parce qu'on cache qui l'a mis en scène, qui l'a fabriqué, qui le finance et à quoi il sert vraiment. Qu'est-ce que c'est un média mensonge? Est-ce que vous pouvez nous rappeler? Un média mensonge, il y a différentes sortes, mais globalement, c'est une
déformation de la réalité, soit sur des faits précis où on attribue des crimes à ses adversaires, au régime qu'on veut combattre, où on diabolise, soit c'est cacher les raisons pour lesquelles vraiment on attaque un pays du Sud, que ce soit un régime autoritaire ou une démocratie, ça change rien parce que il y a toute une série de démocraties que les États-Unis ou la France renversent parce qu'elles sont pas dociles envers les multinationales. D'accord, continuons à parler de l'Afrique. En avril dernier, lors d'une précédente vidéo, je vous demandais votre avis sur la situation en Algérie. À votre avis, que se passe-t-il là-bas? Il se passe deux choses mêlées et qu'il faudrait essayer de distinguer. Un, une révolte populaire totalement légitime sur un pouvoir corrompu qui s'est rempli les poches et qui ne fonctionnait pas de façon très démocratique. Ça, c'est très bien. Messieurs, vous avez suivi là tout de suite, dans cette vidéo, on nous parle de méga mensonges et bien sûr, ceux qui font croire qu'ils sont en train de défendre, en tout cas, de combattre le terrorisme, c'est plutôt ceux-là même, il faut le préciser, Bertrand Tradida, qui sont là pour alimenter, qui sont là également pour financer le terrorisme, pour avoir la même mise, la même base sur les richesses, sur le continent africain et c'est le cas du côté du Mali. Ben, tout à fait. Je crois qu'il faut que cette vidéo soit diffusée lors des grandes consultations au Mali. Oui. Elle est très enrichissante et surtout, elle confirme ce que nous disons depuis. Le terrorisme est devenu un instrument comme si vous détenez votre téléphone portable. Oui. On crée le terrorisme. On projette le terrorisme. On vous lance le terrorisme comme on vous lance un sort. Parce que c'est devenu compliqué aujourd'hui. Le contexte de la mondialisation et même la poussée dynamique des peuples à ne plus vouloir se faire diriger n'importe comment font que les focards ne peuvent plus exister dans nos pays. Vous ne pouvez plus avoir des Bob Denard, c'est-à-dire que des espèces de petites crapules sur France qui arrivent ici, montent des sociétés de gardiennage et décident de faire des coups d'État appuyés par la France. C'est devenu un peu compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se crée un instrument qu'on appelle le terrorisme. Et nous l'avons toujours dit aux Africains, que quand vous voyez en fait comment naît le terrorisme, c'est Washington qui crée Daesh. Washington le crée en Irak. Et à partir de là, Washington arrive à domestiquer un certain nombre de chefs militaires de Daesh, alimentés et financés par l'Arabie Saoudite et le projette sur la Syrie. Nous l'avons toujours dit, que c'est Washington qui a exporté Daesh en quelque sorte d'Irak en Syrie. Donc, quand vous comprenez tout ça, et en même temps, vous avez des accords de coopération militaire où on vous interdit d'avoir une armée. Et c'est en ça que nous accusons les hommes politiques maliens. C'est que quand vous ne pouvez pas de l'anticipation, vous n'arrivez pas à lire certains faits. Tout le monde, après la guerre d'Algérie, a vu comment, la crapulerie transnationale dans le Sahel. Tout le monde le voyait. Tout le monde le voyait. Mais comment les présidents maliens n'ont pas pu anticiper et se dire que quand cette crapulerie, quand ce banditisme transnational allait générer un certain nombre de fonds, eh bien ces voyous allaient vouloir, c'est-à-dire que se fixer sur un territoire, allaient vouloir en quelque sorte un aire géographique pour se fixer et pouvoir à partir de là se déployer. Mais c'est aussi simple. Le terrorisme fait aussi une étude de marché, il gagne de l'argent. Une fois qu'il a gagné de l'argent, il a besoin de bien vivre, d'habitation, il a besoin, de voitures, il a besoin en fait de se donner un certain niveau de vie, donc il a besoin d'un espace géographique. Les hommes politiques maliens n'ont pas en quelque sorte anticipé. Monsieur Bikaï a dit quelque chose de très important. Le Mali n'a pas, une frontière qui donne sur la mer. Le Mali a 7 frontières avec des voisins. Plus de 1000 km de frontières avec un pays qu'on appelle l'Algérie. Le Mali ne peut pas régler ses problèmes d'insécurité sans impliquer un pays comme l'Algérie. C'est impossible. L'Algérie déjà a une expérience en matière de lutte contre le terrorisme islamique. Oui. Elle va faire une guerre en 90. Je vous donne 2 chiffres. 40 milliards de dollars de dégâts. Près de 500 000 morts. Voilà le prix que l'Algérie va payer pour reprendre la main dans un pays, effectivement, qui a failli sur la base d'une, de ce que nous appelons souvent des friperies démocratiques sombrées. Dans l'Algérie, l'armée algérienne, les services secrets algériens vont prendre la main. Voilà le prix qu'ils vont payer. Comment est-ce que vous pouvez faire? Et la quasi-totalité de ces chefs djihadistes sont les anciens du maquis algérien. Parce qu'à la fin,
la loi de la concorde civile, qui va passer par référendum, que M. Bouteflika va faire voter, a été claire. Quand l'Algérie, en quelque sorte, va gagner sa guerre, eh bien, elle va passer un deal avec ses terroristes et expliquer que faites ce que vous voulez dans le Sahel, mais ne vous attaquez plus jamais aux intérêts algériens. Les gros intérêts algériens sont d'abord des intérêts pétroliers. C'est un pays à 80% de recettes budgétaires pétrolières. Donc, ne vous attaquez parce que nous n'allons jamais dealer. Un terroriste en Algérie prend 100 000 otages sur les installations pétrolières. L'armée algérienne donne l'assaut, tue les 100 000 otages et le terroriste. Voilà la philosophie algérienne. On ne discutera pas avec vous. Mais, par contre, on a recyclé certains dans les exécutifs locaux de petits villages et d'autres, on leur a dit effectivement, vous pouvez faire votre crapulerie en fait sur la bande sahélienne. Deuxième des choses, ben, il y a un problème pour résoudre le problème malien sur le plan sécuritaire. Alger ne veut pas d'une force africaine à forte influence française à ses frontières. La guerre de 62 n'a pas encore été réglée avec l'Algérie. Oui. Le contentieux n'a pas été réglé. Donc pour l'Algérie, c'est inacceptable. Voilà pourquoi la force du M5, du G5 Sahel a du mal à être opérationnelle. Alger ne le veut pas. Je vais même plus loin. Vous faites intégrer les militaires marocains dans l'affaire. Alger entre en guerre aux côtés des islamistes. Parce que pour Alger, avoir un militaire marocain à la frontière algérienne, c'est pratiquement une déclaration. C'est travailler pour la France. C'est même une déclaration de guerre. Ouais. Donc vous voyez donc que le contexte est relativement extrêmement compliqué. Oui. C'est pour ça que je dis que si la junte ne fait pas preuve de sagesse, elle aura du mal à régler les problèmes. Parce qu'au-delà des problèmes d'ordre politique, parce qu'il faut rapidement régler les problèmes d'école, il faut que les enfants maliens aillent à l'école. Il y a des problèmes d'ordre sécuritaire. Mais vous réglez les problèmes d'ordre sécuritaire avec, comment je vais dire, les équations comme celle-là. Autre chose, au-dessus de leur tête. Vous voyez donc que cette histoire est tissée ailleurs. Parce que vous avez deux pays dans le monde qui financent clairement le terrorisme couvert par Washington. Vous avez l'Arabie Saoudite et vous avez le Qatar. Mais le Qatar arrive à acheter même des clubs aujourd'hui en France. Le Qatar investit dans l'immobilier, dans l'hôtellerie de luxe. Vous avez l'Arabie Saoudite qui se pavane. L'Arabie Saoudite a signé un contrat de 300 millions de dollars avec Washington en termes d'achat d'armes. Mais quand vous prenez un contrat de 300 millions de dollars en termes d'achat d'armes sur 10 ans avec Washington, mais que fait l'Arabie Saoudite de ces armes? C'est qu'elle va recycler une partie de ce stock d'armement en fait à des groupes djihadistes. Et tout le monde sait qu'un certain type de groupes djihadistes ont été importés de Syrie, c'est-à-dire que vous avez des gens qui se battent aujourd'hui en Syrie face à une armée malienne qui n'avait pas de financement, qui n'avait pas la formation qu'il faut, qui avait des chefs militaires relativement corrompus, et c'est relativement très compliqué. Et c'est là l'enjeu, c'est pour ça que je dis que quand vous regardez le problème malien, ben, le problème malien, c'est tout simplement, comment je vais dire, que un échantillon de cette crapulerie sur une surface de territoires africains, ben, quand ils en finiront avec le Mali, ils vont s'intéresser aux réserves pétrolières de Doba. Ils vont s'intéresser en quelque sorte aux réserves minières en fait du Cameroun. Ils vont s'intéresser aux réserves de la RDC. J'ai donné ici un chiffre l'autre jour. Vous avez un pays comme le Mozambique. Le Mozambique a signé un contrat de 14 milliards de dollars avec des firmes françaises et des firmes britanniques en quelque sorte pour les premiers contrats pétroliers et les problèmes gaziers. 2 semaines plus tard, un port est pris par les Islamiques. Un port a été pris par un groupe djihadiste. 2 semaines plus tard. Parce que Washington n'est pas content. Les majors anglais estiment que ça ne nous intéresse pas. Et ce sont les premiers contrats pétroliers que doivent signer, sur d'autres que doivent signer le Mozambique. Le Mozambique est un pays relativement que si elle gère bien sa richesse, je crois que c'est le pays qui va émerger rapidement, un peu comme l'Éthiopie. Vous voyez donc que quelqu'un s'est assis dans un bureau, un certain nombre d'intérêts financiers, ce que j'appelle les maîtres du monde. J'ai parlé des gens qui ont 5 000 milliards de dollars de fortune. Les familles Rockefeller, les familles Morgan, les familles Goldman Sachs ont décidé que nous avons intérêt en quelque sorte dans les mines, dans les mines mozambicaines. Ça ne nous arrange pas ces contrats, et bien ils sortent de la poche un groupe djihadiste et ils le lancent sur le Mozambique. Si de ces 14 milliards de dollars, le Mozambique ne déploie pas une diplomatie forte avec ses voisins, ne se dote pas d'un outil de défense solide, ben, j'ai bien peur que ce pays subisse le même sort que le Mali. Sombre également dans le terrorisme. Vous voyez donc que cette histoire-là sont largement au-dessus d'un IBK, certes, qui a été médiocre, et dont les problèmes étaient largement au-dessus de sa tête. Concernant, je chute rapidement sur un certain nombre, sur les consultations. Eh bien, il se pose un certain problème avec les consultations, sur des consultations. Première des choses, des associations estiment déjà que les femmes ne sont pas représentées. Parce que vous avez des femmes au sein de l'armée malienne. Donc, dans cette junte-là, on ne retrouve pas de femmes. Donc, c'est déjà assez machiste, le comportement, deuxièmement. Deuxièmement,
que veulent en grande partie les militaires maliens. Il faut les soutenir. Mais comme j'ai dit, effectivement, il faut que sur la transition, pour moi, il ne faudrait pas de politique. Parce que les hommes politiques sont des hommes clivants. Et le résultat de la situation malienne que nous voyons aussi, ce sont ces hommes politiques pratiquement qui ont vendu le Mali gratuitement à la France. La France y est avec 1600 soldats. La France y est avec Barkhane. Vous oubliez notre partenaire, la MINUSMA, 1200 soldats. 1 milliard de dollars de budget. 1200 soldats, on aurait précisément. pu tout simplement nouer une relation forte avec l'État malien et pouvoir affecter une partie de ce budget à la main malienne pour permettre à la main malienne de se reconstruire et de s'équiper et d'aller au taquet. Ces djihadistes-là ont à peine un caleçon sur les fesses. Ce ne sont pas des militaires relativement forts. Donc vous formez les militaires maliens, vous encadrez l'armée malienne, vous soutenez les Maliens. En quelque sorte, ils libèrent leur territoire. D'ailleurs, c'est ce qu'ils demandent. Malheureusement, ce n'est pas ça l'objectif. Les hommes politiques n'ont rien fait. Ils se sont enrichis et ils ont livré le Mali à cette situation. Quant à la CEDEAO, c'est relativement une coquille vide. Sauf que nous sommes surpris d'un acteur à l'intérieur de la CEDEAO, le Nigeria. C'est quand même le premier produit intérieur brut d'Afrique. C'est très curieux. Le premier Nigeria, c'est 480 milliards de dollars de produit intérieur brut. Le Nigeria doit quand même pouvoir, au sein de la CEDEAO, dire que je suis le patron et affirmer son leadership. Ce qu'on appelle l'Union européenne. L'Union européenne est tirée en quelque sorte par la France et la Grande-Bretagne. La politique monétaire de l'Union européenne est faite par l'Allemagne. En fait, quand je dis la France et l'Allemagne, la politique monétaire est faite par l'Allemagne. Donc, au sein de la CEDEAO, il devait avoir un pays comme le Nigeria qui dit taper le poing sur la table et dire que c'est hors de question que la France, un pays en total déclin comme la France, en perte totale d'influence, ne peut pas prendre en otage toute une CEDEAO. Toute une CEDEAO, si elle est unifiée et pacifiée, la CEDEAO, en fait, est la 18e puissance économique mondiale, avec près de 780 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. C'est-à-dire que si la CEDEAO arrive à former une entité pacifiée et une véritable entité économique, donc c'est un enjeu important, le Nigeria est là, les positions du Nigeria, nous ne connaissons pas très bien. Le Nigeria a même souvent été utilisé pour détruire certains pays de la CEDEAO. Rappelez-vous les positions de M. Goodluck Jonathan dans le conflit post-électoral de Côte d'Ivoire. Lui, il voyait tout en termes de militaires, déloger en quelque sorte Gbagbo par la force qui lui avait gagné des élections. Donc voilà en quelque sorte une situation très très compliquée. C'est pour ça qu'au-delà de la transition, il faudra poser des réelles questions au cours de cette transition. La présence française, la présence de la MINUSMA, les rapports en quelque sorte du Mali avec ses voisins, parce que ayant cette frontière avec des voisins, vous êtes facilement asphyxié, comme l'a dit si brillamment M. Bikaï, si vous n'avez pas une relation forte avec des voisins et pouvoir nouer une véritable union et déployer la diplomatie. Éric Pupin-Bikaï, 1600 soldats français sur le territoire malien, 1200 soldats de la MINUSMA. Le pays est divisé. On a des djihadistes qui sont financés justement par Washington, le Qatar, l'Arabie Saoudite, sans oublier Paris et Bruxelles. Et pendant ce temps, on nous fait comprendre d'ailleurs dans cette vidéo avec ce professeur que jusqu'à preuve de contraire, tant qu'il y aura le terrorisme là-bas, eh bien la France ne s'en ira jamais. Ça, c'est une évidence. Il n'est pas professeur, c'est un journaliste, c'est un brillant journaliste. Voilà. Ouais, et puis, il est un peu spécialisé sur les questions des médias mensonges. J'ai toujours été édifié par ses interventions. Non, il faut dire, c'est un élément fondamental. Tout à l'heure, Bertrand a parlé de la fabrication du terrorisme. Le terrorisme s'inscrit dans ce qu'on appelle les guerres asymétriques. Oui. Et puis, on ne connaît pas un pays au monde qui ait gagné ce type de guerre asymétrique. Ça veut dire que lorsque le terrorisme s'installe sur ton territoire, c'est dans la durée. Il a évoqué le cas algérien tout à l'heure avec la guerre en Kabylie et autres. Ce cas aurait été à l'origine, pourrait conduire au morcellement du territoire algérien. Oui. Mais pour résoudre le problème, la guerre des Kabyles, les tensions islamiques à l'intérieur de l'Algérie n'a pas forcément été éradiquée. Il y a toujours des poches de résistants qui donnent pour dire que les guerres asymétriques, du moins le terrorisme, lorsque ça s'installe dans un pays, il est très difficile pour une armée de pouvoir gagner ce type de guerre. C'est la raison pour laquelle les spécialistes des questions de sécurité pensent qu'il n'est pas urgent d'aller en guerre contre des belligérants qui ont une option asymétrique. Il est tout simplement question d'y faire une police permanente. C'est seule la police peut être capable de pouvoir fatiguer des stratégies de ce type de personnes à très long terme, afin de les extirper du territoire. Mais une guerre de manière conventionnelle, avec des gens qui ont une approche asymétrique, il est très difficile d'arriver au résultat. On l'a vu par exemple en Afghanistan, on l'a vu en Irak, on le voit aujourd'hui en Syrie,
qui est morcelé parce qu'en réalité, on a cette approche de guerre asymétrique. On n'a pas le belligérant en face. On a des belligérants qui sont de manière sporadique, qui font des petites actions, incursions, voilà, avec des résultats plus ou moins probants. On le voit en Palestine. Israël a de la peine à dompter les vérités indépendantistes palestiniens parce que justement, pour la plupart des guerriers, des indépendantistes palestiniens, ils ont une approche asymétrique. À défaut de poser les bombes, on utilise les petits couteaux. Donc, si on peut atteindre sa cible, tant mieux. Et ça crée énormément de problèmes. Pour dire, par exemple, à la situation qui est actuellement au Mali, si on ne conjugue pas tous les efforts nécessaires, notamment en intégrant à l'intérieur de ce consensus, de cette consultation-là, en y accordant un rôle primordial à l'Algérie, il serait difficile pour la jeune de pouvoir réussir. Parce qu'en réalité, les 2/3 du territoire dont le Mali du Sud ne contrôle pas sont les territoires les plus riches. Ce sont ces territoires qui regorgent de l'or, ce sont ces territoires qui regorgent de l'uranium, du diamant, du pétrole, du coltan, du diamant. Donc, c'est sur ce territoire qu'est assis l'Azawad avec toute sa multitude de groupes. Et pendant ce temps-là, les entreprises françaises prospèrent. Pendant ce temps-là, les entreprises prospèrent. Mais ce qui est encore plus curieux, c'est que la force de la MINUSCA et de Barkhane sont installés sur ce territoire-là. Ce qui est invraisemblable. Qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils font des interventions. N'oubliez pas qu'avant l'arrivée de la junte au pouvoir, il y a eu des tueries à l'intérieur du nord du Mali. C'est-à-dire des guerres entre tribus arabes, du moins Peul, et des tribus des Dogons, voilà, des tribus négro-africains. Sous l'encadrement de la force Barkhane qui était installée et qui, à la fin de ces actions, ne pouvait que venir constater les dégâts. Et dire, par exemple, parce que j'ai suivi, par exemple, l'une des interventions, dit que non, l'hélico est parti de Bamako pour pouvoir aller intervenir. Non, il y a un gros problème de déploiement stratégique de ces forces à l'intérieur du territoire malien. Vivement que les Maliens prennent l'enjeu. Parce qu'en réalité, je suis d'accord avec ce que l'analyse de Bertrand. Si les Maliens veulent résoudre le problème sous le prisme des vérités politiques, ils ont tout fait faux. Et ça ne servira à rien forcément de chasser IBK pour pouvoir essayer de faire ce que Traoré a fait en 2013, parce qu'en réalité, cette situation aurait pu être trouvée, résolue, si Traoré avait compris qu'il fallait qu'il mette du temps pour ne pas vite aller aux élections et pouvoir réformer les institutions maliennes. Parce que l'une des premières institutions maliennes à réformer, c'est l'armée. L'armée est décapitée. Elle n'a pas les moyens d'avoir une main mise sur 1 200 000 km² de superficie. Elle n'a pas les moyens nécessaires pour pouvoir investir et quadriller les 7 frontières qui bordent son territoire. Elle n'a pas les moyens de pouvoir résoudre le problème du fait que c'est un pays qui est situé en hinterland, sans mer. Donc il y a une grosse logistique, une grosse réflexion qu'il faut mettre sur pied. Surtout, il y a le fait que les pays africains, le Nigeria, c'est pas trop, le Togo, essayent d'accompagner cette jeune pour pouvoir stabiliser le Mali. Parce que le Mali aujourd'hui a besoin d'une armée forte. Elle a besoin d'une armée moins corrompue. Elle a besoin du soutien de sa population. Donc il faut laisser l'armée actuellement au pouvoir. Non, il faut laisser l'armée, du moins, en fait, la jeune qui est là. Des élections. Voilà, on ne va pas la faire des chèques en blanc. D'ailleurs, le très controversé imam Diko l'a dit. Je suis d'accord avec lui. On ne les fera pas des chèques en blanc. Mais également, il faudrait qu'on donne tous les moyens nécessaires à cette armée de pouvoir dérouler leur vision du nouvel État malien. Parce que tout à l'heure, il y a des petites revendications qui commencent à émerger. Le fait qu'il n'y a pas la gente féminine. Forcément, nous sommes en période de guerre. Et en période de guerre, la priorité pour les hommes, c'est de protéger les femmes. Donc, il n'est pas urgent. N'est-ce pas encore là une occasion de diviser encore un peu plus? C'est justement, ce sont des revendications pour distraire. Parce qu'en réalité, les objectifs sont ailleurs. Il faut cristalliser tout le corps social malien. Surtout écouter les politiciens, mais pas forcément faire ce qu'ils pensent. Parce qu'en réalité, on connaît là où les politiciens peuvent conduire ces pays-là. Le politique, sa priorité, c'est lui. C'est son image. Voilà. C'est son image. Ce sont les prébendes. On le sait. Ça n'existe pas qu'au Mali, ça existe un peu partout. Mais pour le cas de ce pays, qui est un pays important pour l'histoire africaine, il est urgent que la jeune qui est installée au pouvoir
Et ce qui est bien, moi je l'ai dit tout à l'heure, c'est que la jeune n'a pas demandé à gérer le Mali seul. La jeune veut écouter tous les corps sociaux. Vous également, vous l'appelez la zone militaire? Mais c'est une jeune militaire, parce que quand les militaires sont au pouvoir, on parle du jeune militaire. Non, ce n'est pas moi qui on vous dit, invente, on comprend parfaitement. Voilà, c'est pas moi qui invente les expressions. Mais c'est un peu compliqué en réalité, c'est au-delà de nos analyses. On va voir un peu les résultats de cette concertation qui commence aujourd'hui. Il y aura une concertation aujourd'hui, on aura les résultats d'ici ce soir, alors demain, on verra bien. Mais déjà, moi je suis satisfait de ces 2 semaines, 3 semaines de leur présence aux affaires au Mali. On l'a dit, M. Simon l'a dit tout à l'heure, ils ont commencé à démanteler un certain poche de djihadistes avec moins de publicité. Par contre, moi j'ai suivi un média occidental hier où on disait que 5 soldats maliens ont été tués par les djihadistes, ce qui est quand même une curiosité, parce qu'ils font de très bons scores, c'est pas relayé, mais lorsqu'ils ont quelques défaites, on veut justement commencer à mettre des tâches noires. Une chaîne française, ne vous inquiétez pas, on vous comprend parfaitement, c'est normal, c'est leur droit le plus absolu, on appelle ça la propagande. Voilà, c'est ce qu'on appelle également les médias mensonges aussi. Médias mensonges, on continue en tout cas dans ce cas-là. Simon D, jusqu'à preuve de contraire, on le sait. Moi, je pose toujours une question aux Africains. Vous êtes un panafricaniste, vous avez été en Algérie, vous avez été déporté de ce côté-là. Vous connaissez justement le combat qui s'est déroulé du côté de l'Algérie. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui les Maliens de dire « nous ne voulons plus de la France, c'est nous ». Monsieur Ngoss, il faut savoir, la plupart des Africains doivent savoir que si tu n'aimes pas un crayon qui écrit le bonheur, soit au moins c'est une gomme qui efface la tristesse. Oui. La plupart des Africains ne comprennent pas que ils ne peuvent pas soutenir des gens qui les détruisent. On parle des moyens du Mali, mais bon sens. Vous imaginez un temps soit peu. Si les Maliens exploitaient, j'ai dit tantôt dans l'histoire de l'Afrique, et je vais redire encore une chose que je dis tout le temps sur les plateaux de télévision. Si tu veux sortir de l'esclavage, sors de l'ignorance. On a traficoté toute l'histoire de l'Afrique et exprès. Depuis l'existence de la France au Mali, oui, avant le colonialisme, pendant des années de la pseudo-indépendance. Vous imaginez tout l'or, le diamant qui sont sortis du Mali. Si un temps soit peu, les Maliens géraient cette histoire. Je vous ai dit tantôt que le Mali, le premier multimilliardaire du monde, était malien. Si un temps soit peu, le Mali gérait ses ressources. Je vous assure que le Mali aurait tous les moyens de protéger ses frontières. Je dis tous les moyens, parce que la France n'a rien. Et je veux le dire ici, M. Ngoss, il faut que les Africains maintiennent le boycott des produits français dans tous les continents africains. Parce que quelqu'un ne peut pas venir, il produit de l'argent, il corrompt tous les pays à travers un machin qu'on appelle le franc CFA. Parce que, en vérité, c'est avec le franc CFA que les Blancs se maintiennent dans les 14 pays africains. Si c'était l'euro, la France serait incapable de payer un seul soldat français. Parce qu'ils n'ont aucune ressource. Rappelez-vous. Il y a encore si ils devaient débourser l'euro, oui, pour payer les soldats en Afrique, pour payer leurs conventions, pour payer leur présence dans toutes les organisations, ils n'auraient même pas moyen d'être représentés quelque part. Parce que c'est grâce aux Français qui foutent de la corruption partout en Afrique. Je dis partout. Les bases militaires françaises qui sont installées partout en Afrique, ils vont fabriquer un papier qu'on ne prend pas le français. Ils inondent l'Afrique parce que c'est avec ça que les militaires français vont faire leur cinéma dans tous les pays africains. Or, les multinationales françaises en Afrique partout gagnent de l'argent et ils n'investissent rien du tout. C'est pour ça que je dis boycott des produits français. Prenez un cas, on est au Cameroun. Total est au Cameroun depuis des années, sans publicité. Là, vos histoires de Bolloré, Cimancam, qui produit le ciment. Montrez-moi un seul bâtiment de cette société installé au Cameroun depuis des années. Un seul. Je parle des plastiques qui, chaque année, a des milliards. Chaque jour a des milliards. Monter un seul bâtiment. Une cité des ouvriers, des brasseries. Ce n'est pas possible. Oui. Regardez des sociétés comme Tradis sans publicité ou Bocom qui ont en un temps record. Regardez le siège de ces sociétés. Par rapport à une société qui sont en Afrique depuis des années. Non, il faut faire la part des choses. Je dis encore une fois, tant qu'on ne prend pas les cornes, on peut parler du Qatar, de tout ce qu'on veut, mais le vrai problème, c'est la présence française sur le sol africain. D'accord. Si les Français ne sont pas là, ils ne peuvent pas instrumentaliser, ils ne peuvent pas installer des guerres. C'est grâce à leur présence, la présence des bases militaires françaises et le franc CFA qui fait en sorte que la France fait la corruption dans tous les pays africains. Je dis la corruption parce que quelqu'un qui fabrique des papiers, il peut inonder le pays comme il veut, il peut donner des milliards pour faire tout ce qu'il veut dans n'importe quel coin d'Afrique, dans n'importe quel coin. Au-delà des réserves minières qu'ils prennent gratuitement,
parce qu'ils ne payent même pas. Quand quelqu'un vient vous payer avec le frais CFA pour lequel tu ne peux pas acheter quelque chose chez le voisin au Nigeria, ça ne représente rien du tout. C'est pour le boycott des produits français, c'est la première arme pour chasser ces gens de l'Afrique et sortir du franc CFA. On peut parler tout ce qu'on veut, mais moi, en dehors de ces deux points-là, vraiment, je ne rentre pas dans des débats inutiles. On peut dire que les Maliens n'ont pas de moyens, c'est des faux problèmes. On peut dire que la Côte d'Ivoire, non, c'est des faux problèmes. Qu'on laisse l'autonomie aux peuples qui doivent gérer leurs ressources. Et boycotter le produit français, chasser tous ces gens, éliminer le franc CFA, et on serait tranquille. Ils ont utilisé Macky Sall, ils ont utilisé Condé, ils ont utilisé Ouattara pour pouvoir maintenir, faire croire aux Africains que non, le franc CFA est une très bonne monnaie, oui. On veut maintenir Ouattara au pouvoir, Condé au pouvoir, pour qu'il continue à perpétuer les histoires de la France en Afrique. On en a marre, on est fatigué. On vous a compris. En disant, c'est trop et on est fatigué. On vous a compris, Simon, de ce matin. Je vais lire quelques messages sur Facebook. Stéphane Sullivan Onana nous dit 1600 soldats français sont stationnés dans le nord du Mali où ils pillent et alimentent le terrorisme. Peut-on véritablement parler d'un État au Mali? Où sont l'Union africaine, la CEDEAO pour prêter main forte et franche à ce pays? C'est ce qu'il pose comme question. Il continue à nous dire le Mali a un seul et vrai microbe, la France. Logiquement, tous les Maliens devraient faire bloc et commencer par chasser les soldats français de leur terre. Nous fait savoir d'ailleurs Stéphane Sullivan Onana dans sa réaction ce matin. Stéphane Sullivan Onana revient qui nous dit 1600 soldats français plus 1200 soldats de la MINUSMA. Et le terrorisme continue de sévir au Mali. Yes, papa, vous êtes trop fort. Bon, c'est parce qu'il parle bien sûr de la France. Hector Achille Mengue nous dit bonjour à tous, chers frères et sœurs de l'équipe de l'DBS la matinale. Le thème d'aujourd'hui est très complexe parce qu'il nous oblige de donner à dessein le profil parfait des futurs chefs d'État au Mali, du futur chef d'État du Mali, mais des autres pays, humblement militaires ou civils. Seul un homme ou femme, s'aimant lui-même, ayant un amour pour son peuple et pour l'Afrique. À la limite, un panafricanisme au fond qui a des tripes, nous dit d'ailleurs Hector Achille Mengue ce matin. Thierry Diossab, Songuin dit courage à vous, il faut chasser les militaires français dans tous les pays francophones d'Afrique. Notez bien, l'Afrique centrale, ils sont au Tchad et en Centrafrique et surtout au Gabon. Et du côté de l'Afrique de l'Ouest, ils nous demandent d'ailleurs de l'Afrique de l'Ouest, côté Côte d'Ivoire bien sûr, Mali et surtout le Sénégal. Stéphane Sullivan de Nana qui revient qui dit la charte de l'impérialisme devrait entrer dans le manuel scolaire en Afrique. Les Africains en général n'ont pas conscience de la source de leur malheur. Cotis Goklaye nous dit après la chute de l'Union soviétique, il a fallu que les soi-disant grandes puissances crée en tout cas un autre ennemi pour continuer sa domination. Et il faut le dire, cet ennemi, c'était le terrorisme. Les premiers terroristes ont été formés dans les prisons américaines pour aller chasser des soviétiques d'Afghanistan. Ils sont très nombreux. Stéphane Sullivan Onana qui revient. Il faut se passer de spéculation politique et affronter les causes réelles qui sont la France et son impérialisme sauvage. Nous dit d'ailleurs Cotis Koglaye revient. Il dit c'est le lobby féministe français de gauche qui entre déjà en jeu pour monter les femmes maliennes contre leurs braves hommes divisés pour mieux régner. Pauvre pays, c'est ce que dit bonjour DBS. Hector Achille Mengue revient en nous disant les Occidentaux, de par leur ambassadeur sur le terrain, la France ne quitteront pas le Mali demain pour une simple raison. Le mode opératoire est de faire disparaître ses propres éléments des forces de défense pour affirmer sa signature à long terme sur le terrain. Révisitons l'histoire des guerres impérialistes depuis un quart de siècle, nous fait savoir d'ailleurs Hector Achille Mengue ce matin. Jean-Noé Patna-Gen nous dit bonjour grand frère Steve et tous les brillants analystes de ce matin sur le plateau d'IBS. Ma contribution sera axée sur l'intérêt commun qui lie nos territoires et notre dignité. J'aimerais dire ceci, là je n'arrive plus à lire rapidement le message, d'accord, j'y arrive. J'aimerais dire ceci, nous ne sommes pas des Occidentaux à la peau noire, alors nous devons, même par les voies mystiques, mettre fin à cette humiliation, car ce qui se passe du côté du Mali en Côte d'Ivoire est une insulte à toutes les nations noires africaines. Il faut rétablir l'ordre, car on le dit, mieux vaut mourir que de vivre à genoux. Merci et bonne continuation, vive le Cameroun, vive l'Afrique libre. Messieurs, pour terminer d'ailleurs cette édition, je vais prendre rapidement également quelques réactions sur WhatsApp. Bonjour le panel, peut-on comprendre comment l'insurrection MRCiste... Non.
Ce n'est pas de ça qu'il est question aujourd'hui. Bonjour DBS Matin, bonjour à Steve et à tous les panélistes. Je suis occupé malheureusement. Je ne pourrai pas suivre l'émission de ce matin, mais je suivrai la rediffusion. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Donne Hiro l'amour depuis Daparon au Togo. Bonjour à vous sur le plateau. C'est Dr Tuente Serge depuis Koulouba à Bamako. J'apprécie votre émission. J'aimerais savoir les jours et les heures de l'émission. Dr Tuente Serge depuis Koulouba à Bamako. Eh bien, c'est tous les matins entre 7h et 9h, heure d'Afrique centrale. Je pense que c'est 1 heure de moins pour l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire entre 6h et 8h, heure d'Afrique de l'Ouest. Je vais me tourner vers vous rapidement, Bertrand Tatina. Finalement, le Mali ne se débarrassera plus jamais de la France, puisque c'est la France, alors avec ses alliés, qui crée le terrorisme sur son sol, parce qu'on sait pertinemment que le Mali est riche d'ailleurs sur le territoire, surtout le territoire africain. Là où les bras nous en tombent, j'ai envie de vous dire que les pays de la CEDEAO, oui. Parce que quand vous regardez les voisins du Mali, il n'y a personne qui est dans une situation sociopolitique stable. Véritablement beaucoup plus enviable que le Mali. Oui. Le Niger est en pro-terrorisme, le Burkina Faso ça ne va pas, c'est aussi un bon parti du territoire du Burkina Faso qui est plus contrôlé par l'État. Oui. La Côte d'Ivoire est même déjà en proie à des attaques djihadistes. Je ne parle pas de la situation sociopolitique là-bas. Vous voyez même jusqu'aux confins de ce qu'on va appeler les territoires autour du lac Tchad. Vous avez un pays comme la Mauritanie, vous avez le Niger. Donc et nous avons questionné ça dès le début. Les gens nous comprenaient très mal. De dire que comment vous pouvez vouloir lutter contre le terrorisme au sein de votre espace et prendre un acteur qui fabrique le terrorisme, qui finance le terrorisme, qui a intérêt dans le terrorisme et à mettre devant. Ils vont passer le temps dans des réunions interminables avec la France. La France va les tirer par le bout du nez. On va faire des réunions à Paris. On fera des réunions. Mais on va même demander au pays, la France demandera à ce pays de faire une étude de faisabilité. On va faire une étude de faisabilité. Une étude et dit il faut 450 millions de dollars sur la table. Rapidement là. Pour opérationnaliser ne serait-ce que les 5 000 militaires du G5 Sahel et pouvoir avoir, parce qu'il était question en même temps de mener en quelque sorte une contre-offensive contre le terrorisme et d'apporter un semblant de vie, de mettre un embryon d'économie. Parce que supposons même, rêvons un seul instant, que vous faites partie des djihadistes, mais vous laissez les populations dans une situation terrible, indescriptible. Je rappelle que les terroristes, eux, ils n'ont pas intérêt à l'école. Ces djihadistes, ils ont détruit les écoles. Le Mali, c'est un État laïque, pareil. Donc, il faut redonner, comment je vais dire, un semblant d'économie. Et on l'avait questionné, cette histoire. On avait été extrêmement dur avec Ibeka. Il expliquait que, mais si vous ne voulez pas, et vous ne pouvez pas être chef d'État, vous venez gérer les pays juste pour votre prestige. Mais c'est quoi cette histoire? Il n'y a rien qui marche dans ton pays. Mais tu es constamment en France. On veut bien que tu sois romantique, que tu aies, comment je vais dire, l'arme facile. Mais en même temps, tu as des problèmes cruciaux dans ton pays. Rien du tout. On va questionner en quelque sorte la position des pays de la CEDEAO. Parce que dans la CEDEAO, vous avez une sous-zone d'intégration qu'on appelle l'UMOA. Et moi, je veux, au cours de cette transition, j'ai même pas commencé à discuter des problèmes alliés. Le débat va venir après, quand on aura la feuille de route de la transition. Ça sera important. Et c'est en ça que je suis d'accord pour une fois avec l'imam Diko, et même avec la position de Pépin, d'expliquer que nous n'allons pas donner carte blanche à ces jeunes militaires. Je peux comprendre le peuple malien très content d'avoir des jeunes officiers qui ont libéré le pays, mais on va être très attentif dans cette histoire. Parce qu'au cours de la transition, il va falloir poser un certain nombre de questions, notamment la présence de la force Barkhane et la présence de la MINUSMA. Il faut poser ce problème. Il faut poser ce problème. Je vais même plus loin. Il va falloir que les militaires, en fait, au cours de la transition, ne dissolvent pas le Conseil supérieur de salut public. Pourquoi? Parce qu'il risque de se passer une entourloupe. C'est-à-dire que la CEDEAO presse de mettre les personnes qui vont gérer la transition. Une fois que cette personne seront nommés, eh bien, que va faire la CEDEAO? La CEDEAO va demander à ses militaires de dissoudre le conseil de salut, je ne sais pas comment ils appellent ça, le conseil de salut public, le truc qu'ils ont mis, et de retourner dans les casernes. Comment ils font encore pour peser sur la transition et notamment sur les réformes au sein de l'armée? Parce que s'il y a des gens qui sont bien placés pour impulser et vérifier et amorcer les réformes sur l'armée, c'est bien ces jeunes officiers. Donc,
le conseil de chef d'État de la CEDEAO risque de prendre une déclaration et dire que l'organe exécutif de la transition est nommé, le président par intérim est là, le premier ministre de plein pouvoir est là, et bien vous militaires allez dans les casernes. Donc, et ça risque d'être un problème. Donc il faudrait qu'il reste au sein, en fait, comment je vais dire que, bien que moi, je ne suis pas véritablement partisan que les militaires gèrent une transition, parce qu'au cours d'une transition, ils se discutent même des questions juridiques extrêmement importantes. Mais qu'ils soient là, qu'ils pèsent au cours de la transition, que l'organe reste et qu'ils permettent, eux, de pouvoir réorganiser l'armée malienne. Mais je dis encore une fois de plus que tous les pays africains, et j'en appelle au patriarche de la CEMAC, j'en appelle à Bouhari, qui est de fait le leader de la CEDEAO, de ne pas, c'est-à-dire que par la force, asphyxier ce pays qui risque bientôt véritablement de s'écrouler encore sur le plan économique de par les sanctions uniques. Merci beaucoup, Bertrand Tati, d'avoir été là ce matin. Répétez bien votre mot de fin. Oui, mais je rassure Bertrand, c'est vrai que ça va être difficile parce que c'est un État, ce n'est pas une association ou alors une entreprise. Oui. Mais j'ai comme l'impression que ces jeunes officiers sont organisés. Oui. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas faire des choses à la va-vite et ils ont accessoirement une vision. Forcément, des aspects techniques qui ne sont pas de leur ressort, ils devraient les confier aux techniciens du droit, de l'économie, ainsi de suite, qui doivent s'exprimer en priorité. Sur des aspects qui relèvent de leurs compétences, notamment la restructuration de l'armée, ils doivent être là, ils doivent être présents. Donc j'ai comme l'impression qu'ils ont une vision. Ils ont une vision. Merci d'avoir été là. Ils veulent implémenter cette vision au fur et à mesure. Accordons-leur le bénéfice du doute, mais ne les donnons pas une carte. Un blanc-seing. Voilà. Allons-y rapidement. Je voudrais dire que, quoi qu'on dise, tant que ton porte-monnaie se trouve dans la poche de ton voisin, tu ne peux pas être un homme libre. Oui. La jeune militaire doit quitter le franc CFA déjà pour asphyxier complètement les militaires français qui sont sur place et créer une monnaie avant de tout faire. Parce qu'on a beau dire, tant qu'on dépend encore des bases militaires françaises et du franc CFA, le Mali ne sera jamais libre. Qui que vous soyez au pouvoir, à n'importe quel moment, ils vont déstabiliser ce pays avec les moyens qu'ils ont. Non, je veux dire quelque chose à monsieur Simon. C'est que c'est trop de dire que la jeune militaire doit quitter le franc CFA. Parce qu'on a besoin d'une zone monétaire. Le Mali est un pays enclavé. Merci beaucoup. D'avoir été là ce matin. Simon D, merci également d'avoir été là ce matin. Il ne peut pas le faire seul. Bertrand Tatina, merci également d'avoir été là. Merci beaucoup, monsieur Steve. Parce que j'ai l'impression que vous voulez encore rester et bavarder encore du temps. Malheureusement, on va revenir la semaine prochaine en espérant bien sûr que nous aurons les résolutions de ce dialogue au cours de cette journée de ce 10 septembre de l'an de grâce 2020. Madame, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de DBS Matin. Au plaisir de vous retrouver demain. Restez sur DBS. L'information est en continu sur notre chaîne. Bonne journée à toutes et à tous et à demain, s'il plaît à Dieu. Au revoir.